Et ce qui était magique aussi, c'est que c'est resté au même point. C'est une place qui est encore pas répertoriée sur les grands sites de réservation aujourd'hui. Faut parler avec Shiva sur WhatsApp pour faire la réservation. Tout est resté très brut. Et c'est des propriétaires, c'est une Philippine, Thelma, et Toby, qui est un Canadien d'Alberta. Toby qui a trouvé cette plage-là par pur hasard lors d'un voyage en kayak dans les îles des Philippines. Il a adoré la plage. Il s'est installé pour la nuit. Il a parlé avec les propriétaires. C'est une plage qui est uniquement accessible par bateau. Il n'y a pas de route qui mène là. Il n'y a pas d'électricité. C'est vraiment ma petite plage secrète qui va peut-être plus l'être tellement j'en parle à tout le monde, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir mettre à disposition cet endroit-là à d'autres familles aussi, parce que c'est vraiment un endroit rêvé. Puis les Philippines en tant que tel, c'est un endroit rêvé aussi par rapport au paysage. Hello, hello! Aujourd'hui, je vous emmène aux Philippines avec Gabrielle, son mari Jean-Philippe et leurs 3 enfants de 4, 6 et 8 ans, une famille québécoise d'anciens backpackers qui n'a jamais arrêté de voyager. Il y a 10 ans, Gabrielle a trouvé une plage aux Philippines qu'elle décrit depuis comme la plus belle au monde. Pas de route pour y accéder, pas d'électricité, juste des tentes sur le sable et un message WhatsApp à envoyer pour réserver. 10 ans et 3 enfants plus tard, elle y retourne un peu terrifiée à l'idée d'avoir embelli le souvenir. Mais avant d'y arriver, il faut traverser le Japon, 10 jours dans le pays le plus ordonné du monde, puis atterrir dans le joyeux chaos des Philippines où on peut enfin laisser les enfants crier et courir comme ils le veulent. Si l'idée de dormir une semaine pieds dans le sable sans électricité pendant que les enfants trouvent leur plus grand bonheur à sauter en boucle d'un bateau, ça vous parle? Vous allez aimer cet épisode. Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados. J'ai survécu aux crises dans l'avion et aux négociations dignes du GIGN pour avancer de 3 mètres. Ici, vous entendrez de vrais parents raconter leur vrai voyage en famille, sans filtre. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous et mettez 5 étoiles, ça m'aide vraiment. Et souvenez-vous, les voyages en famille ne durent qu'un temps, alors profitons-en. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Gabrielle aux Philippines. Hello Gabrielle! Bonjour Stéphanie! Comment ça va? Ça va très bien et toi? Écoute, super. Moi, je suis toujours contente d'entendre une nouvelle conversation avec un nouveau pays, une nouvelle destination et un voyage différent que je ne connais pas, parce que même s'il y a parfois 2 fois les mêmes destinations, c'est jamais le même voyage, donc c'est plutôt chouette. Avant de partir dans ce pays lointain, est-ce que tu peux commencer par te présenter ta famille et les types de voyageurs que vous êtes? Oui, il y a moi, il y a mon mari, Jean-Philippe, moi, Gabrielle, et nos 3 enfants, Raphaël, Chloé et Sarah. Ils ont 8 ans, 6 ans et 4 ans maintenant. Et quel type de voyageur vous êtes? Plutôt roots ou plutôt confortable? Oh, plutôt route. Mon mari et moi, avant d'avoir des enfants, on était très backpackers. C'est là comment on pouvait se décrire de voyageurs sac à dos à vouloir parcourir le monde dans des situations les plus rudimentaires possibles pour vraiment s'imprégner de culture. Autant qu'on aime la luxure on aime un peu un hybride de tout, je dirais. On fait beaucoup de camping aussi. On a essayé de garder ça, ce petit côté-là très brut dans nos voyages avec nos enfants, qui nous accompagnent dans nos aventures, un peu les yeux fermés à l'aveuglette, qui y trouvent leur compte aussi. Donc, des fois, on a des hébergements avec des piscines où ils peuvent vraiment s'amuser, et d'autres fois un peu plus rudimentaires où on joue avec les bâtons et les rochers. Depuis combien de temps vous voyagez avec les enfants? Depuis toujours? Depuis toujours, oui. On était des grands voyageurs avant les enfants, depuis qu'ils sont tout petits. Puis, comme beaucoup de parents, le fait d'avoir des enfants, on avait peur que ça nous freine dans nos envies de voyage. Puis finalement, on a réalisé que pas du tout. On peut tout à fait faire les mêmes voyages qu'avant, adaptés en fonction, bien sûr, d'une routine pour enfants. Mais c'est pour ça que je dis souvent, le plus tôt, le mieux. Le plus ils sont petits, plus ils peuvent nous suivre, nous, dans nos aventures. Puis un petit peu plus tard, plus ils vieillissent, ben c'est sûr qu'on adapte les activités et tout ça. Là, j'irai pas à l'aquarium du Japon avec mon mari, mais avec les enfants, on le fait. Puis ça devient encore plus magique de juste voyager à travers leurs yeux maintenant que juste le faire pour nous. Notre premier voyage était quand moi j'étais enceinte de mon premier en Afrique australe, comme pour se prouver qu'on pouvait encore voyager. Donc Zimbabwe, Zambie, on est allé quand même Mozambique. Ah oui. On est allé où il y a le plus de malaria au monde. Je sais pas si c'était si intelligent comme choix finalement, mais on a beaucoup apprécié. Puis ensuite, on est parti faire une virée en Europe parce qu'on est Canadiens, ça s'entend. Ah, un petit peu. Une virée en Europe avec notre premier bébé qui avait 4 mois à l'époque. Et à chaque fois, c'est des longs voyages parce que déjà, cette Afrique australe, ça vous a pris un petit moment. C'était Afrique australe, c'était 1 mois. Ça a été assez expéditif. On a fait beaucoup en peu de temps, mais on n'avait pas d'enfants à ce moment-là, donc encore un peu plus mobile que quand on voyage avec des enfants. Ensuite, la virée en Europe, on l'a fait en camping-car, Portugal, Espagne et France. On est parti 2 mois cette fois-là.
Puis après, avec les 3 enfants, on a fait aussi un voyage au long cours. On est parti 8 mois sur les routes des Amériques pour découvrir notre pays. On a souvent tendance à aller ailleurs, mais on voulait découvrir nos terres ici en Amérique. Donc, on est parti 8 mois cette année-là avec nos 3 enfants quand la plus petite, elle avait 6 mois. Waouh! Ouais, ça devait être un beau voyage aussi. Oui, ça nous a marqué à jamais. On en parle encore aujourd'hui, là. C'était en 2022, donc ça fait un petit moment déjà. Pas encore envie de refaire un voyage au long cours? Oui, dans 2 ans, ça sent bien aussi. Ah, mais c'est ça! Mais c'est souvent ça, quand tu as la chance de l'avoir fait une fois, en général, tu as envie d'y retourner. Oui, il n'y a rien qui est plus transformateur. Il faut faire des choix, bien sûr, comme tout dans la vie, puis on place nos pions tranquillement pour qu'éventuellement on puisse concrétiser ce projet-là, puis ça se prépare d'avance. C'est pour ça que je dis dans 2 ans, oui, parce qu'on va commencer déjà à penser financièrement comment on pourra y arriver, parce que de partir 8 mois comme ça sans avoir de salaire, ben faut réfléchir à tout ça. La stratégie à ce moment-là, c'était au Québec, on a un congé de maternité qui est quand même intéressant, où on peut prendre jusqu'à 1 an avec une prestation de 55 à 75% de ton salaire. Donc, ça vaut le coup. La stratégie de faire des enfants pour partir en voyage a déjà été quelque chose qu'on considérait, mais là, rendu à 3, je ferais pas un 4e pour un 4e voyage. Non. Donc, non. Donc, faut juste faire des choix puis d'autres solutions. Bon, bah là, on va pas du tout dans ces endroits-là. On part aux Philippines. Vous y êtes allé quand? Décembre 2025, donc on vient tout juste de revenir de 1 mois de voyage au Japon et Philippines. Mais vous avez des vacances à ce moment-là? Oui et non. En autre stratégie aussi, on prévient l'école d'avance, on parle avec les professeurs. J'en ai seulement 2 sur 3 qui sont à l'école. Et puis, les professeurs sont vraiment ils nous ont beaucoup aidés à préparer ce voyage-là. Puis aussi, ils nous ont dit, en fait, les enfants manquaient 2 semaines d'école avant le congé des fêtes. Ils nous ont dit, à ce moment-là de l'année, les examens sont faits, les évaluations sont faites, pas de souci, profitez de votre voyage, mais si vous voulez garder le cursus puis suivre un peu, ben voici qu'est-ce qu'on va apprendre dans les prochaines semaines. Donc, c'était plus facile. Même chose au début de l'année, en 2025, on est parti 1 mois en Colombie, et là, un peu plus longtemps, en plein milieu d'année, on a eu à suivre un peu plus le cursus scolaire, mais on a la chance d'avoir une école, puis un personnel, tant au niveau de la direction que du personnel professoral, qui nous encouragent dans nos projets, donc ça va. Mais c'est sûr que c'est à planifier aussi pour les enfants qui sont plus grands aussi, s'ils vont pour les évaluations de fin de trimestre ou en vue de l'école secondaire, par exemple, qu'on appelle chez nous. Donc, c'est à planifier, mais encore une fois, tout se planifie puis tout se décide d'avance. On avait des stratégies pour être certaine de manquer pas trop d'école et d'avoir 1 mois. Nous, on aime beaucoup partir 1 mois. Je trouve que c'est une durée qui nous permet de vraiment d'aller au plus loin si on veut aller en Asie dans notre cas, puis avoir le temps de se poser quand même. Donc, on vit souvent 1 mois en collant ça sur des vacances existantes. C'est plus facile aussi de manquer moins de matériel scolaire. Pourquoi vous avez choisi cette destination, mais même les 2 d'ailleurs? C'était quoi le projet? Le Japon, en fait, s'est greffé au projet Philippines parce que pour nous, Montréal-Narita, il y a un vol direct Air Canada. Montréal-Narita, un 14 heures, c'est parfait. Ça nous permettait de faire notre propre escale, en fait, parce que si on book un voyage de Montréal aux Philippines, c'est du 2, des fois 3 escales, un peu partout. Tu vas à Chicago, Los Angeles, à Vancouver, Europe, des fois, en fait, non, pour aller en Asie, on passe pratiquement jamais en Europe. Donc, on s'est dit, on va se faire notre propre escale au Japon. On est resté 10 jours au Japon, mais la destination finale était les Philippines. Et dans les 2 cas, tant Japon, Philippines, c'était pour nous un retour parce qu'on était allés sans les enfants. Japon, on n'avait fait que Tokyo. Puis, on avait voyagé dans l'Asie du Sud-Est ensuite. Et Philippines, on était allé 1 mois à ce moment-là sans les enfants. On était tombé en amour avec un endroit vraiment particulier où, pour moi, dans mon souvenir, c'était la plus belle place au monde. Ça fait 10 ans qu'on est allé. Donc, on célébrait notre 10 ans aux Philippines. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas mis les pieds aux Philippines. Mon mari, je me souviens, fêtait son 28e anniversaire à cet endroit-là. Et puis, on a décidé d'y retourner parce que ça fait 10 ans que je dis à tout le monde que ma place préférée au monde entier, c'est Palawan Camping. C'est un endroit vraiment spécifique aux Philippines, quand même assez difficile d'accès, pas nécessairement répertorié. Puis, d'y retourner, pour moi, c'était de réaliser un rêve de pouvoir faire vivre ça à mes enfants, de pouvoir leur montrer cet endroit-là qui, pour moi, est l'endroit le plus paradisiaque qui existe. Mais j'avais un peu peur d'un peu briser la magie. Tu sais, quand un souvenir est là, est magique, je l'ai peut-être embelli avec les dernières années. Je me suis fait une image peut-être un petit peu trop parfaite des lieux. Donc, c'était un peu une crainte de est-ce que je vais tuer un peu mon souvenir d'y retourner. Et puis, au final, c'était encore plus magique avec les enfants. Et ce qui était magique aussi, c'est que c'est resté au même point. C'est une place qui est encore pas répertoriée sur les grands sites de réservation aujourd'hui. Faut parler avec Shiva sur WhatsApp pour faire la réservation. Tout est resté très brut. Et c'est des propriétaires, c'est une Philippine, Thelma, et Toby, qui est un Canadien d'Alberta. Toby qui a trouvé cette plage-là par pur hasard lors d'un voyage en kayak dans les îles des Philippines. Il a adoré la plage. Il s'est installé pour la nuit. Il a parlé avec les propriétaires. C'est une plage qui est uniquement accessible par bateau. Il n'y a pas de route
route qui mène là, il y a pas d'électricité. C'est vraiment ma petite plage secrète qui va peut-être plus l'être tellement j'en parle à tout le monde, mais ça me fait vraiment plaisir de pouvoir mettre à disposition cet endroit-là à d'autres familles aussi parce que c'est vraiment un endroit rêvé. Puis les Philippines en tant que tel, c'est un endroit rêvé aussi par rapport au paysage. On pense souvent à la Thaïlande comme porte d'entrée de l'Asie, qui est magnifique, la Thaïlande aussi, mais de même calibre au niveau des paysages là, pour les Philippines. Bon, tu nous as déjà bien vendu l'endroit. Avant d'en savoir plus, tu nous l'as dit, vous êtes resté assez longtemps. Comment tu as organisé, parce que tu savais que tu voulais aller à cet endroit-là, mais vous n'avez pas fait que ça. Donc, comment tu as organisé ton voyage? On est revenu sur notre itinéraire du premier voyage il y a 10 ans en se disant, est-ce qu'il y a des endroits qu'on veut refaire, puis est-ce qu'il y a des endroits qu'on veut découvrir? Donc, on a fait un peu un hybride, Palawan Camping. C'était certain qu'on allait retourner à cet endroit-là. Un autre endroit qu'on aurait voulu beaucoup faire, mais qu'on a décidé de mettre de côté pour cette fois-ci avec les enfants, c'était Donsol, un endroit où on pouvait nager avec les requins-baleines de façon très naturelle. C'est pas des animaux qui sont nourris, tout ça. Donc, les requins-baleines viennent, donc plusieurs mois par année, en fait, ils sont dans cette baie-là. Puis par bateau, on peut aller les voir puis nager tout près, sans bien sûr déranger la vie marine. Mais pour nous, ça avait été tellement magique. Je pense que mes enfants sont un petit peu trop jeunes parce que je pense pas que s'ils sont sur un bateau, ils voient une bête de 10 mètres dans l'eau, qu'ils vont avoir envie de sauter, nager avec la bête. Donc, on s'est dit, ça sera à refaire, mais ça serait quand même un des endroits que je conseillerais vivement aux Philippines, Donsol, pour nager avec les requins-baleines. Donc, on a fait notre itinéraire un peu comme ça. Il y avait l'île de Bohol qu'on n'avait pas découvert, qui est reconnue pour les tarsiers, les plus petits primates au monde. Vraiment minuscules singes, sont vraiment tout mignons. Il y avait les Chocolate Hills qu'on appelle les petites montagnes de chocolat. C'est aussi sur Bohol, des montagnes qui ressemblent vraiment à des petites buttes de chocolat. Un phénomène 100% naturel, mais les gens vont visiter ça parce que c'est joli, c'est vraiment un beau paysage. Il y avait Cebu, qui est une île très populaire aussi qu'on n'avait pas fait, qui est vraiment un port assez, une porte d'entrée là pour les Philippines. Donc on s'est dit on va explorer aussi Cebu et puis on va finir sur notre île de Palawan, mon endroit magique. Et sur Palawan, il y a plusieurs autres endroits qu'on avait déjà visités qu'on n'a pas fait cette fois-ci, comme El Nido, qui serait un endroit que je recommanderais aussi aux familles. Donc on a bâti notre itinéraire en fonction de ce qu'on avait déjà fait, ce qu'on n'avait pas vu. On a passé le maximum de temps qu'on pouvait dans ce pays de rêve, mais il fallait considérer notre escale du Japon qui était 10 jours aussi, tu sais, qui amputait notre voyage d'un mois quand même. Eh ben oui, et puis 10 jours pour le Japon, c'est même peu en l'occurrence. Il y a déjà tellement de choses à faire là-bas. Vous êtes allé où? Allez, faisons un petit tour au Japon. Un petit aparté au Japon. Oui. Japon, considérant que c'est une escale, ben c'est ça, on a fait des choix. Puis l'autre choix qu'on faisait, c'était de vouloir découvrir le Super Nintendo World à Universal Studios. Donc, tu vois où on est allé. On est allé sur, bon, qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Ben, je peux faire une mini mise en contexte aussi, c'est que c'était mon voyage de mes 40 ans. Donc, mon mari m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Puis, je suis un peu une fanatique de Nintendo. C'est ça, le fond de l'histoire, c'est ça, c'est que je veux aller, pour mon 40 ans, je veux aller à Super Nintendo et je veux aller à Palawan Camping. Fait qu'on a concrétisé tout ça. Quand le Japon, évidemment, s'est ajouté dans l'itinéraire pour l'escale. Donc, on a fait des choix pour le Japon. On a voulu découvrir une île au sud parce qu'au mois de décembre, c'est quand même frais. Sur l'île principale de Tokyo, Osaka et tout. Donc, on est parti à Okinawa. Le lendemain qu'on est arrivé à Tokyo, on est parti à Okinawa. C'était magique. J'ai adoré découvrir une île au sud du Japon qui est collée sur Taïwan. Donc, t'as vraiment l'impression, c'est un autre 3-4 heures de vol. C'est comme si on atterrissait dans un nouveau pays. Et après, on est revenu à Osaka pour faire Universal Studios et voir un peu plus de la ville là, qu'on n'avait pas découvert une première fois au Japon. Donc, on a visité Kyoto, les serres de Nara et tout. Donc, un petit voyage très, très limité en ce qu'on peut voir au Japon, mais quand même, on a fait des choix. Même chose aux Philippines. On peut pas aller partout, mais c'est tristement la réalité de tout voyage de devoir faire des choix. Ah bah oui, évidemment. Et puis là, déjà, t'as le temps d'en faire quand même. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, est-ce que tu peux juste nous donner ton itinéraire sans rentrer dans les détails? On y reviendra après, mais pour qu'on essaye sur une carte imaginaire de comprendre ce que vous avez fait aux Philippines. Le 10 jours au Japon. Ensuite, ce qui nous laissait à peu près 2 semaines et demie aux Philippines. On a atterri à Cebu. On a pris le transport directement pour aller sur l'île de Bohol. Sur l'île de Bohol, il y a 2 endroits, un peu plus dans la jungle au centre, puis un peu plus sur le bord de la mer à Panglao, qui est un endroit très touristique où on peut faire de la plongée sous-marine et tout ça. Panglao sur le bord de l'eau. Ensuite, transiter via Cebu obligatoirement pour aller sur l'île de Palawan. Sur l'île de Palawan, on est allé à notre fameux Palawan Camping. Donc oui, on a fait tout le voyagement sur la grande île de Palawan uniquement pour cet endroit-là. Je conseillerais d'ajouter El Nido pour que le voyage en vale le coup. Et puis, on est revenu sur Cebu quelques jours et on repartait vers Tokyo et ensuite vers le Canada pour revenir.
Eh ben, on rembobine. Vous arrivez aux Philippines. Vous connaissez, donc vous n'êtes pas surpris par les paysages et l'ambiance. Mais du point de vue des enfants, comment ça se passe quand ils arrivent? Qu'est-ce qu'ils te disent? Comment ils apprécient? Comment ça se passe? Ben, je t'avoue qu'on a quand même été un peu surpris du fait qu'on arrivait du Japon. On est dans un pays ultra droit, propre, en ordre. Personne parle, tout le monde est à sa place, tout le monde est civilisé, le respect. Tu sais, Japon a cette réputation-là et c'est magnifique, c'est exactement ça. Sécurité, tout est... Et on arrive au chaos de l'Asie du Sud-Est où tout est à l'envers, tout est sale et il y a pas vraiment de règles au niveau de la circulation routière. À la limite, les enfants ont un peu été surpris de voir ça, mais ils ont pas mal réagi. C'est des très bons voyageurs, ils sont vraiment super. Mais nous, ça nous a donné un petit choc au départ parce que c'est sûr qu'on arrivait d'un pays un peu plus droit, je dirais. Ça nous a un peu, pas rassurés, mais ça nous a enlevé un petit poids sur les épaules parce que les enfants pouvaient un peu les laisser être des enfants. Au Japon, dans les transports en commun, on faisait un peu plus attention à soyez plus sages, montrer que vous aussi vous êtes civilisés puis vous criez pas partout. Là, aux Philippines, criez, courez, il y a pas de souci. Soyez des enfants. Et les gens sont tellement chaleureux, mais dans les deux pays, mais aux Philippines, je me suis souvenu de ça il y a 10 ans où je trouvais que les gens étaient très chaleureux, puis c'est encore ça. On a eu un très, très bel accueil partout où on est allé. Alors, pour ceux qui sont pas encore allés aux Philippines, est-ce que tu peux nous décrire le premier paysage? Comment c'est? Est-ce que c'est très vert? Est-ce que c'est très vallonné? Comment c'est? Ça varie vraiment, parce que souvent, le point d'entrée va être soit Manille ou Cebu, qui sont des grandes métropoles, pas particulièrement propres et ordonnées, comme beaucoup d'endroits en Asie du Sud-Est, mais avec une nature luxuriante aussi. Donc, c'est vraiment une espèce de mariage entre la ville et la nature, où on a des métropoles très animées, mais de notre côté, des natures tellement riches, les petits tertiaires, tout ça, mais il faut s'éloigner des centres. Je pense que dans tout pays sud-asiatique, c'est bien de voir, exemple, même chose pour Bangkok, c'est bien de voir la ville 2-3 jours, mais à un certain point, on veut sortir de la ville pour aller voir le pays là, dans son côté un petit peu plus brut. Donc, les paysages des Philippines, c'est tout ce qui est la vie d'île. Les Philippines, c'est un archipel de plusieurs centaines, voire, je pense, milliers d'îles. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que le transport, ça se fait en ferry, en bateau, des petits vols internes ici et là pour se promener, mais les paysages, le gros des Philippines, c'est de se promener sur les îles ou dans les terrasses de riz au nord, qui sont vraiment des beaux endroits aussi qu'on avait vus il y a 10 ans. Donc, pour aller vraiment en nature, pour aller découvrir l'authenticité du pays, il faut sortir des métropoles. Alors, première étape, vous êtes où? Vous faites quoi? On arrive à Bohol, dans la jungle. Vraiment, on est dans la jungle. Il fait chaud, il fait humide. On découvre vraiment le côté très green, le côté très vert. On est dans une petite auberge sur le bord des terrasses de riz, sur le bord d'une belle rivière où on a fait du paddleboard sur la rivière. C'est de là qu'était le point central pour aller voir les tertiaires où on a pris un tuk-tuk. Là, on embarque, on commence à faire avoir les transports dans les tuk-tuk, les petites motos. Et puis, on va voir les tertiaires à 1 heure de route. Donc, on se promène en forêt aussi. Ce premier hôtel-là où on arrive, il fait très, très chaud, très humide et on n'a pas d'air climatisé, on n'a pas d'air conditionné, donc c'est que les ventilos, les fans. Ça allait, hein, mais comme une première nuit dans un pays où c'est un peu plus chaos, un peu plus chaud d'où on arrivait, c'est sûr que ça surprend, mais on s'est vite senti bien. On s'est tellement senti bien dans cette nature-là, sur le bord de cette rivière-là. Donc, ça a été notre premier point d'ancrage aux Philippines. Avant de partir vers Panglao, je poursuis sur mon itinéraire. On te suit. Puis j'ai le droit de tout dire, hein, même les endroits que j'ai moins aimés. Au contraire, on veut tout savoir pour pas faire des erreurs. Exact. Puis c'est le seul endroit qu'on retournerait pas et que je recommanderais pas. Panglao. Sur l'île de Bohol aussi, c'est une petite péninsule, je dirais, de l'île principale de Bohol. C'était très, très, très touristique. Ce qui est OK, je suis une touriste. Je comprends que les gens veulent voyager, mais les infrastructures pas adaptées pour recevoir autant de gens. Pas de trottoirs pour marcher, des rues bondées avec des voitures puis des tuk-tuk puis des motos qui passent vraiment vite, des restaurants pas plus agréables qu'il faut et une plage mal entretenue, beaucoup de rénovations puis beaucoup de déchets laissés sur la plage, pas nécessairement de la pollution mais juste même des véhicules délabrés, juste mal entretenus. Ça a pas été un coup de cœur puis ironiquement, notre plus bel hébergement aux Philippines, c'était là. Ce qui est une bonne chose parce que on pouvait rester à la maison puis être bien. Ce qui est triste, c'est que j'aurais envie de recommander cet hébergement-là au plus grand nombre possible parce que c'était réellement superbe. On n'était pas si fan de la ville. Donc, peut-être que d'autres endroits sur Panglao, c'est sûr que je peux pas créer une généralité sur Panglao avec mon expérience. Faut voir. Mais c'était quand même le feeling qu'on avait de cet endroit-là où pas les infrastructures adaptées pour répondre à un grand volume de touristes comme ça.
Ils se sont développés avant d'avoir développé eux-mêmes ce qu'il fallait pour accueillir tout le monde. Je pense que oui. Eh ben, on va où? Après, on va à mon endroit de rêve, on va au Palawan Camping. C'est complexe de s'y rendre. C'est sûr que c'est assez à noter. Donc, le transport normal serait de partir de Manille, qui est la ville principale, par exemple, de prendre un vol interne à Puerto Princesa. Puerto Princesa, c'est un aéroport qui est sur l'île de Palawan. Puis de Puerto Princesa, on doit prendre un taxi, une van ou un autre moyen de transport adapté et puis organisé de 3 heures pour se rendre à Port-Barton. Port-Barton est un port sur l'autre côté de l'île. Là, on doit prendre un bateau. C'est le bateau de Palawan Camping, de l'hébergement, qui vient nous chercher. C'est 45 minutes de bateau pour se rendre sur notre île déserte. Donc, c'est peut-être pas accessible à tout le monde comme ça sur un coup de tête, mais planifié comme nous, là, on partait de Bol, on était à Panglao. Donc, on a pris un taxi le matin. C'était une très grosse journée de transport. On a pris un taxi le matin, 45 minutes, se rendre au port de l'île de Bol pour prendre un ferry de 2 heures pour retourner sur Cebu. On arrive au port de Cebu, il faut se rendre à l'aéroport de Cebu. Donc, un autre taxi, 45 minutes. Là, on arrive à l'aéroport, on prend un vol interne, 1 heure. On arrive à Puerto Princesa. Il est rendu tard, on est dans l'après-midi. Même si je fais 3 heures de transport là, le bateau, on va arriver à 8 heures le soir, il n'y a plus de bateau. Donc, on fait un dodo à Puerto Princesa. Et le lendemain matin, on prend une van, un transport organisé en van de 3 heures pour se rendre à Puerto Princesa. Et là, le bateau vient nous chercher. Donc, on est arrivé à midi. Si on calcule tout le voyagement, on est parti la veille au matin vers 8-9 heures. Faire notre trajet, se rendre à Cebu, se rendre à Puerto Princesa, faire un petit dodo, repartir le lendemain pour arriver vers midi à mon camping. Ça me donne un petit peu moins envie, hein. Je vous l'ai vendu avec les beaux paysages, mais là, avec le chemin que ça prend pour y aller, c'est moins... Parfois, faut ce qu'il faut, hein. Il y a pas toujours des routes balisées surtout. Et quand tu veux être au bout du monde, mais vraiment au bout du monde et sans beaucoup de monde autour de toi, faut aller un peu plus loin. Exactement. C'est ce qu'on recherchait là-bas. Il y a aucun restaurant, bien entendu, c'est presque une île déserte. T'es sur l'île principale de Palawan, mais c'est uniquement accessible par bateau. Donc, j'ai souvent dit que j'avais l'impression de me retrouver sur mon île déserte. Je me suis approprié l'endroit, c'est mon île déserte. Il y a ton nom maintenant. Je voulais l'écrire sur une tente, mais et puis non. Je vais leur laisser à eux. C'est 100% c'est eux qui ont le mérite de cet endroit-là. Arrivé sur place, c'est un peu un forfait tout inclus où on a un prix à payer pour l'hébergement et la nourriture parce qu'on n'a pas de restaurant sur place. C'est la famille qui habite sur place. Il y a plusieurs familles, en fait, qui habitent sur place, ceux qui entretiennent l'endroit, qui font la nourriture. C'est du camping sur la plage, donc c'est des tentes, mais des tentes style tentes prospecteurs ou des tentes d'armée, des belles grandes structures de tentes avec des vraies structures de lit à l'intérieur. Donc, super confortable. Bien sûr, on se lève, on a les pieds dans le sable, on est directement sur la plage. Donc, pas de chaussures pendant une semaine si on y va pendant une semaine. L'électricité, elle est limitée le soir seulement pour quand ils préparent la nourriture en arrière. Pour quelques heures, ils ont une génératrice, mais sinon, il n'y a pas d'électricité courante qui passe. Il n'y a pas d'eau chaude pour les douches. On se lave au bucket, la bonne traditionnelle façon de faire au bucket. Mais il y a une belle douche naturelle de bambou qui vient d'une petite cascade dans les bois, dans la jungle. Donc, c'est vraiment très rudimentaire, mais à la fois confortable. C'est très bien entretenu. Toby, le propriétaire, lui, il faisait de l'aménagement paysager en Alberta, au Canada. Donc, c'est très joli, c'est bien fait, c'est bien entretenu. Tous les jours, les gens, ils font le ménage, ils s'assurent de bien ramasser les trucs. Il y a des balançoires géantes pour les enfants ou juste pour prendre les photos. Il y a des bateaux qui arrêtent pour faire la photo Instagram avec les grandes balançoires. Mais c'est très, très, très limité parce que il y a seulement 7 ou 9 tentes qui peuvent accueillir une famille. Oui, c'est tout petit. Ils ont 2 bungalows qui appellent en arrière qui peuvent accueillir des plus grands groupes. Donc, je sais qu'ils me disaient que des fois, ils peuvent accueillir un groupe de 30 personnes qui viennent faire du island hopping. Donc, il y a des gens qui achètent un forfait où ils viennent faire un dodo sur une île, un dodo sur une autre. Ils viennent faire un dodo sur cette île-là. Mais c'est sûr qu'ils peuvent pas accueillir plus que 30 personnes en même temps. Impossible. C'est vraiment une île déserte. Oui. Le maximum de personnes qu'on a été sur cette île-là, c'est notre famille, puis il y avait 2 autres couples, et c'était tout. Donc, tu as l'impression d'être tout seul, effectivement. Les enfants, quand vous arrivez enfin, au bout de 24 heures quasiment de voyage, même plus, tu leur avais parlé de cet endroit depuis longtemps. Ils savaient que c'était un endroit qui tenait à cœur, mais eux, c'est quoi leur impression quand ils arrivent sur cette île?
Les balançoires nous ont sauvés. Ils ont adoré. Mais pour eux, c'était vraiment super d'avoir ça, les balançoires. Ça prend pas grand-chose pour un enfant pour s'amuser. Il y avait 2-3 balançoires et tout, mais je pense que s'il y avait pas eu les balançoires, il aurait quand même apprécié l'endroit où ils peuvent jouer dans le sable. Il y avait des kayaks sur place on prenait à aller faire une promenade en kayak, des rochers au bout de la plage pour aller grimper, des balades en snorkeling. Ils ont un bateau et un capitaine de bateau qui peut nous amener faire des tours de snorkeling. Puis c'est ça qui est cool du fait de comment c'est tellement naturel. Aujourd'hui, on va parler avec la gestionnaire, la manager de l'hôtel, qui est la Shiva, là, celle que je disais qu'on écrivait sur WhatsApp, qui est toujours là. Shiva, bon, est-ce que Darwin est disponible aujourd'hui avec son bateau? On partirait faire une petite balade de snorkeling. Il y a une chute à aller voir après. Ah oui, parfait, on y va. On va avec Darwin sur son bateau, on fait de l'excursion. Bien sûr, il y a un coût supplémentaire, mais reste que c'est très, très, très facile de le faire comme ça, au gré de nos envies. Donc, pour les enfants, toutes ces petites activités-là, c'était cool, mais on avait une petite crainte parce que à ce moment, on partait de notre bel hébergement à Penglao avec 2 piscines, restaurant, le petit jus avec le parapluie et tout ça. Et on transférait vers Palawan Camping, pas d'électricité et tout. Par chance, j'ai pas des enfants qui sont jeux vidéo ou tablettes, ils sont trop jeunes encore. Donc, l'électricité leur manquait pas. Mais pour le reste, on se demandait comment ils allaient réagir de passer de piscine à j'ai rien à faire. Plage. Oui, plage, ça va, mais à un certain point, ils veulent faire d'autres choses. Puis non, ils ont adoré. Je crois que tu nous as pas dit, ils ont quel âge tes enfants? 4, 6, 8. C'est sûr que des ados de 15-16 ans qui sont plantés sur leur téléphone, c'est peut-être un peu plus difficile. Encore que, c'est vachement bien justement, comme ça, il n'y a même pas d'option. C'est ce que j'allais dire, ça peut être plus vu comme une cure, en fait, que Tout à fait. aucune autre option. Ils peuvent charger leur téléphone. Moi, je prenais mes photos avec mon téléphone, je le chargeais quand il partait d'électricité pour faire la nourriture. En fin d'après-midi, en soirée, on pouvait se charger nos téléphones. Donc, même chose pour les grands ados, mais c'est assez limité ce que tu peux faire après, là. Puis je me souviens, une autre petite anecdote, Toby, quand il y a 10 ans, et maintenant ils ont accès là, la LTE ou je sais pas trop, le réseau. On avait du réseau sur nos téléphones, mais il y a 10 ans, on n'en avait pas. Et Toby partait avec son kayak, allait sur la petite île là-bas, au loin, prendre ses réservations, parce que c'était juste là qu'il y avait le réseau. Ça nous était resté en tête, ça. Donc Ah bah oui, c'est pas commun. Ça limite un peu le business quand même, de devoir aller sur une île pour prendre les réservations. Mais ça s'est développé depuis. Ça s'est développé depuis, mais reste qu'ils ont gardé l'endroit au même point. Ils ont pas reconstruit 50 tentes ou 10 bungalows. Ils ont gardé ça petit, puis par choix. Puis je demandais à Toby, parce qu'ils sont toujours, sont souvent là, les propriétaires. Puis je demandais à Toby, pourquoi t'es pas sur booking.com, par exemple? Non, j'ai le volume que j'ai besoin, puis ils prennent une trop grosse commission. J'ai pas besoin de plus. Je suis heureux comme ça. J'ai pas envie d'être sur les sites comme ça. Vous êtes resté combien de temps là-bas? 6 jours. Donc, en fonction de vos envies, le matin, vous décidiez ce que vous alliez faire, que ce soit être sur la plage, aller grimper sur les rochers, aller faire un peu de snorkeling. Exact. Est-ce qu'il y a un moment où les enfants, quand même, ont dit bon, on s'ennuie, quand est-ce qu'on part? Ou pas du tout? Ils ont vraiment ah, génial. Ils ont vraiment absorbé la magie là-bas. Puis on se levait le matin, c'est le petit-déj avec vue magnifique sur la baie. On sort le jeu d'échecs, on joue une petite partie d'échecs. Après, on va faire le snorkeling, on revient. Ah, c'est le temps du lunch. Cet après-midi, on va prendre le kayak. Il y avait aussi des cochons. On allait voir les cochons, on allait voir la douche. Ils réussissaient à trouver du plaisir dans cette petite routine-là, très simple. Oui, le fait est que c'était les seuls enfants, donc il n'y avait même pas de copains, donc ils étaient entre eux. Avec les balançoires, il y avait beaucoup de chicanes de « c'est à mon tour, non, c'est à mon tour, non, c'est à mon tour ». Mais ça allait. 6 jours, c'est long et c'est court en même temps. Ça a dû être compliqué de laisser ce petit paradis et de continuer le voyage? J'ai vraiment pleuré en quittant. Oui. J'étais sur le bateau, puis toute l'histoire autour là, que je te raconte de mon endroit il y a 10 ans. Puis à cet endroit-là, il y a aussi le plancton luminescent, le bioluminescent. Comme le fameux film The Beach qui nous a tous charmés sur l'Asie, je sais pas combien d'années. Tout ça faisait en sorte que cette magie-là, pour moi, était tellement ancrée depuis 10 ans, puis j'étais tellement ravie de la retrouver. Et en plus, la famille propriétaire qui était sur place, avec qui on a beaucoup connecté, on a passé Noël là-bas. Mon anniversaire, c'est le 24 décembre. J'ai passé mon anniversaire là-bas. Ils m'ont fait un gâteau de fête. On a joué à la chaise musicale. Tu sais, j'ai été imprégnée de cet endroit-là encore plus que je l'étais il y a 10 ans. Vous avez joué à la chaise musicale? Sur la plage, avec les Philippins. On a fait Noël avec eux à leur passion. Les familles habitent sur place. Donc, tout le monde était là pour fêter leur Noël. Puis, il y avait nous. Coucou! On fête avec vous. Et on jouait à la chaise musicale sur la plage
le 25 décembre. On les regardait faire leur pige de Noël, jouer au volleyball, faire leur jeu. On a fait le souk à la corde aussi avec les enfants. Ils nous impliquaient dans leurs activités et tout ça. On s'est vraiment liés d'amitié avec, autant que c'est juste un 5 jours, je veux dire, on s'appelle pas tous les jours depuis, mais on s'est vraiment liés. On a eu un bon contact avec eux pendant ces 5 jours-là. À un point tel que j'ai dit à mon mari que je voulais passer tous mes Noëls là-bas, mais ça a peut-être pas passé au conseil familial encore. Donc, quand on a quitté ce fameux 5 jours-là, j'étais sur le bateau en quittant les lieux, puis j'ai eu une grosse émotion, mais je suis vraiment contente d'être retournée puis d'avoir vu ça. Et je sais qu'on va y retourner aussi. Je sais que ça va devenir une routine, peut-être pas chaque année, mais c'est certain, mon mari a dit, c'est sûr qu'on n'attend pas un autre 10 ans avant de revenir ici. Donc, ça va devenir une routine. Puis je suis contente de pouvoir le partager, cet endroit-là, à d'autres aussi, via le podcast aujourd'hui ou via mes propres médias sociaux aussi, parce que, bon, si ça peut leur amener du volume aussi, c'est bien, mais j'aime le fait qu'aujourd'hui, c'est difficile, parce que si c'était pas du fait que j'étais allée il y a 10 ans, j'aurais probablement jamais été là aujourd'hui. Si je l'avais trouvé, sa page Instagram qui est plus ou moins mise à jour, son site Internet qui est plus ou moins mis à jour, il fallait que j'envoie un message texte à quelqu'un, tu sais, des fois, on se méfie un peu. Je suis pas certaine que je lui aurais donné la chance à cet endroit-là aujourd'hui de l'avoir découvert. Pourtant, c'est ça qui est magique, c'est le fait que c'est différent, c'est pas répertorié, puis ça reste un endroit à découvrir. Je me doutais bien que vous vous étiez dit après, bon, on y retournera parce que c'est ancré chez vous, quoi. Oui. Ah bah oui. Et les enfants seront sans doute ravis d'y retourner aussi, et ça sera amusant de voir la façon dont ils vont réagir à chaque fois quand ils seront plus grands et qu'ils auront d'autres façons de voir les choses, d'autres, peut-être des téléphones portables et j'allais dire addiction, on va pas dire addiction parce qu'on va pas leur souhaiter ça. C'est assez magique d'avoir un petit coin au bout du monde comme ça. On se dit qu'on retournera et que les enfants verront aussi plusieurs fois. C'est pas comme quand tu vas pas très loin de chez toi régulièrement. C'est vraiment et puis en plus ça se mérite, quoi. Faut y arriver dans cet endroit. Tout à fait. Justement, je disais à mon mari, ça pourrait devenir notre chalet. Je sais pas si on a la même expression chez vous, mais nous, ici, quand on a un chalet, c'est par exemple à 1 heure, 2 heures dans les montagnes des Laurentides. On a notre lit à terre en ville, mais on a le chalet qu'on va le week-end. Mon mari, JP, il dit, non, c'est loin comme chalet pour aller au chalet, là. Ouais, ça fait loin quand même. Exact. Tu peux pas te dire le week-end, tiens, je vais y aller pour... Non, ça marche pas. Exactement. On termine, on s'était dit justement 5 jours pour les enfants, on a tout planifié en amont. 5 jours pour les enfants dans un contexte très rudimentaire. On va terminer avec un genre de resort qu'on appelle hôtel, glissade d'eau, piscine. Sur l'île de Cebu, n'ayant pas nécessairement envie de découvrir Cebu en tant que telle, la ville, on va trouver un hébergement où on va être bien à l'hébergement, se poser un peu 3 jours avant de repartir vers le Canada, faire le transport Japon et tout ça. Et arrivé là-bas, j'étais dégoûtée. C'est sûr que bon, on part de mon paradis à un buffet à volonté, de l'abondance, des gens, des glissades d'eau, de la musique, des activités. Oh, les enfants ont aimé. On a fini par aimer aussi, mais la différence, le clash était un peu brusque. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les antipodes. Mais ça prend un peu d'équilibre, je pense. On a apprécié toutes les différentes options. On a apprécié justement la bonne bouffe, les activités pour les enfants. On essaie d'être le plus positif possible, puis on était capable d'apprécier les bons côtés de chaque chose. Et là, vous êtes resté combien de temps? Juste seulement 3 jours. C'est pas mal, 3 jours. Ça vous laisse le temps d'arriver et de dire « Wow, c'est très différent, il va falloir s'habituer ». Et puis d'apprécier quand même une fois que vous avez compris que ça y est, c'était fini la petite île déserte et que vous reveniez à la civilisation. Puis c'était pour nous une transition vers le retour à la maison parce qu'on savait que c'était le dernier point. On allait se poser à l'hébergement, on n'allait pas sortir en mode touriste pour aller visiter et tout. On restait là et qu'on allait entamer notre retour après. On est parti, on a fait Tokyo et Tokyo-Montréal ensuite. Et ce resort, il correspondait à ce que tu voulais? Tout le monde a apprécié? C'était immense. On n'avait pas besoin de sortir pour se divertir. Ouais, c'était très gros. Un beau grand site avec... C'était sur le bord de la mer, mais on n'est pas allé parce que je pense que la mer n'était pas particulièrement jolie à cet endroit-là. C'était pas reconnu pour ça. C'était vraiment l'idée de se poser, piscine, jeux, relaxer, bien manger. Et puis, oui, on y a trouvé notre compte. C'était Solea Resort. Je pourrais te donner les informations plus détaillées au besoin, mais c'était vraiment super. Ça correspondait en tout point à ce qu'on cherchait avant de revenir, de se poser un hébergement pour que les enfants puissent s'amuser un petit peu plus et puis de faire un beau parallèle avec le Palawan Camping. Puis les enfants, à ce jour, quand je leur demande c'était quoi leur endroit préféré aux Philippines, et c'est Palawan Camping. Je sais pas si c'est teinté de ils savent que moi j'aime beaucoup ça, mais je pense qu'ils ont beaucoup apprécié. Je suis persuadée qu'ils ne retiennent pas j'avais rien à faire là-bas. C'est pas ce qu'ils retiennent.
Oh, ils sont imprégnés aussi de la magie du lieu. Et c'est bien d'avoir pu faire après quelque chose de très différent. Ils ont pu peut-être sans doute un peu plus avec le recul se dire oh, on était quand même vachement bien là-bas, même si on avait beaucoup moins d'activités. C'était hors du temps. Des petites choses toutes simples. Le bateau avec lequel on partait faire nos excursions, il était ancré dans la baie où on était. Puis pour eux, le soir, juste de partir à la nage, avec nous, bien sûr, sur le bateau, puis grimper sur le bateau, puis sauter. C'était ça l'activité. Leur plus grande activité de cet endroit-là, ça a été d'aller grimper et sauter du bateau pendant qu'ils étaient à l'ancre dans la baie. C'est tout simple. Oui, mais souvent, c'est les choses les plus simples qui fonctionnent le mieux. Oui, tout à fait. C'est juste qu'il faut leur donner la possibilité de se retrouver dans des endroits comme ceux-là où il faut inventer ses propres jeux et pas toujours attendre qu'on propose des activités. C'est bien aussi, c'est différent. Ça amène à être créatif. Et on avait aussi des jeux quand même. Je parlais du jeu d'échecs. On avait apporté des petits trucs, cahiers à colorier pour les filles. Mon garçon aime beaucoup les échecs. On avait des petits jeux de cartes. C'est sûr qu'on avait des choses pour les amuser autrement quand on attendait que le repas soit prêt, par exemple, et tout. Mais on n'avait pas d'écran. C'est pas quelque chose qui était adapté là-bas, là. Pas du tout. Non. Ça nous a pas manqué. Et quand vous êtes revenu, vous êtes passé par Tokyo, mais vous n'êtes pas resté cette fois-ci. C'était juste votre escale et vous êtes rentré après directement. On a tout booké séparément, ces vols-là, mais on a coordonné nos vols pour qu'on puisse repartir la même journée. Bon, on va passer au guide pratique. Alors, on va pas se projeter de la France jusque là-bas. On va le faire en mode Canada. Est-ce que tu peux nous dire, au final, combien d'heures d'avion et quel décalage vous aviez par rapport à chez toi? C'est environ 12 heures de décalage horaire. Puis souvent, avec les escales et tout, c'est un 25 à 30 heures de voyagement. Donc, je peux penser que de France, ça doit être peut-être un 15-20 heures de voyagement. Peut-être, c'est rare que c'est des vols directs. Peut-être que vous avez des vols directs. Non, vous n'avez probablement pas aux Philippines. Non, je crois pas. C'est quand même assez loin. Donc, oui, on est souvent obligé de faire une escale et donc tu dépasses allègrement les 15 heures dans ces cas-là. Ouais. Alors, les formalités, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est les mêmes que chez nous. Vous avez passeport, évidemment, mais est-ce qu'il y a des visas ou quelque chose comme ça? Non, j'ai vérifié, c'est les mêmes formalités pour Canada-France. C'est simplement un passeport valide 6 mois, souvent un billet de sortie, toujours un billet de sortie du pays, toujours préférable. Et puis, Philippines, c'est 90 jours à l'arrivée. Au Japon, 90 jours, puis Philippines, 30 jours, comme visiteur. Visa de tourisme. Visa de tourisme, oui. Des vaccins, des choses à prévoir pour la santé? Non, dans notre cas, on est vraiment resté dans les métropoles. C'est toujours important de s'informer auprès d'une clinique de voyageurs. Si on va dans des coins un peu plus reculés, je pense au nord des Philippines, il faudrait voir parce que je pense qu'il y a des endroits peut-être un petit peu plus, je pense pas fièvre jaune et tout, mais bref, ça vaut la peine de vérifier, ça vaut le coup. Mais sinon, non, rien de majeur à signaler pour Philippines et gens. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand on va en voyage aux Philippines? Ben, tu sais quoi? Rien. Tout se trouve toujours partout maintenant. Dans tous nos voyages, on essaie de toujours être assez minimaliste parce que tout s'achète à destination. Le seul enjeu que j'ai eu dans tous mes voyages, c'est d'essayer de trouver des couches en Chine. Ça, c'était plus compliqué. Mais sinon, tout se trouve à destination, donc j'ai rien qui me vient en tête vraiment pour ça. L'activité à faire absolument avec les enfants. Des échecs sur la plage. Les échecs sur la plage, c'est ça mon endroit magique, on en a assez parlé, fait que je vais pas aller là. Mais les enfants plus vieux, l'activité avec les requins-baleines, c'est vraiment magique, c'est vraiment cool. On voulait beaucoup l'intégrer dans notre itinéraire. Il était là au départ, puis c'est mon mari qui m'a dit, mes enfants 4, 6, 8, je rappelle, dans ton monde de licorne, qui me dit, on va dans l'eau avec les enfants, on nage avec les requins-baleines, c'est magique, mais il dit, dans la réalité, ils vont rester sur le bateau, il va toujours avoir un parent qui va être obligé de rester sur le bateau avec eux parce qu'ils vont avoir peur, donc on l'a éliminé, mais c'est vraiment un endroit que je recommande avec les familles. C'est vraiment unique au monde à cet endroit-là, puis c'est très sécuritaire, c'est respectueux de la vie marine. La plongée sous-marine, pour ceux qui font de la plongée sous-marine avec les enfants, sur l'île de Coronne, on n'est pas allé là non plus, vu l'âge de mes enfants, mais on l'avait fait dans le passé. C'est incroyablement beau. Donc, profiter des paysages puis de la vie marine qu'il y a là-bas, la vie d'insulaire, c'est ça que ça apporte. Même chose à Coronne ou El Nido, sur Palawan un peu plus haut, des excursions de island hopping, comme on appelle, où on prend un bateau, ça se fait avec des enfants de tous âges, là, même très, très jeunes. On se promène d'île en île pour aller voir des plages complètement incroyables, reculées et tout. Donc, c'est des activités, profiter de la vie d'insulaire des Philippines, c'est vraiment ce qu'il faut faire en famille là-bas. Au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas du tout adapté ou qui sert à rien quand on va aux Philippines? Je parlais de Panglao tantôt, moi j'ai pas trippé sur cet endroit. Fait que peut-être sortir des endroits très touristiques qui ressortent sur Google ou sur les intelligences artificielles, qui sont les endroits plus connus et plus populaires parce que c'est peut-être un peu trop bondé, puis d'être un peu plus créatif dans certains endroits pour essayer de trouver un bon équilibre entre touristique, donc accessible, donc infrastructure, donc sécuritaire, donc rassurant, mais un petit peu moins encombré pour pouvoir profiter un peu de la nature de là-bas. Côté sécurité, est-ce que c'est un sujet aux Philippines? Non.
c'est pas quelque chose qui m'a frappée. C'est sûr que en tant que famille, on reste dans des coins touristiques à des heures raisonnables. Mais j'ai jamais entendu que c'était un pays qui avait des enjeux au niveau sécurité qui seraient majeurs. Il y a certains secteurs, peut-être qu'il y a des contextes, des enjeux politiques avec des pays environnants. Ça peut toujours vérifier sur les sites gouvernementaux, mais il y a rien de majeur. Puis si je fais le parallèle avec le Japon en termes de sécurité, ça c'est le pays le plus pacifique au monde. Je veux dire, c'est reconnu comme un endroit très sécuritaire. Donc pour les familles avec enfants qui sont un peu plus craintifs de voyager, le Japon serait une très très belle porte d'entrée. Puis on peut faire comme on a fait, une belle escale au Japon, puis après ça, aller découvrir autre chose en Asie. Ça donne un bel équilibre. Bon, je connais la réponse, mais c'est dans l'ordre de mes questions. Votre hébergement préféré? Mon petit paradis. Quoique, pour faire un peu différent, on a eu un super hébergement sur l'île de Bohol. J'en ai parlé au début, c'est le premier hébergement qu'on a fait. C'était le point central pour aller visiter les tertiaires et les Chocolate Hills. Donc, super intéressant, en plein milieu de la jungle, près d'une rivière. Vraiment super cool. Fox and Firefly Cottages, ça s'appelait. Ils sont sur booking.com et toutes les Agoda de ce monde. C'est plus facile. Oui, exact. Les spécialités culinaires à manger absolument quand on est aux Philippines? C'est pas la meilleure nourriture sud-asiatique. Et c'est vrai, c'est connu comme ça. Puis c'est le souvenir qu'on avait d'il y a 10 ans. Mais cette fois-ci, on a fait des choix différents puis on a vraiment très, très bien mangé. Donc, tout ce qui est poisson, fruits de mer, c'est sûr que c'est des spécialités, tout ça, riz et tout. Je dirais que faut y aller avec les restaurants les plus locaux puis éviter les grands restaurants touristiques. C'est là que ça va être un peu trop américanisé. Fait que pour bien manger aux Philippines, parce que malheureusement, il y a cette réputation-là puis c'est pas tout à fait faux de pas avoir la meilleure nourriture asiatique. Mais c'est sûr que comparé à Thaïlande et Vietnam, ça devient difficile là, de se qualifier. Mais c'est de manger le plus local possible parce que les plats philippins sont très bons. Faut juste pas aller dans des endroits où c'est trop américanisé, où l'on a un peu déconstruit puis détruit la culture philippine. Côté budget, on s'attend à quoi? Un mois, 20 000 $, qui est à peu près 12 000 €. Voilà, un mois, c'est un mois à 5, avec deux pays différents, des avions. Oui, bah ça va vite. Et encore, je trouve que ça pourrait être plus que ça. Ça pourrait être plus que ça. On a fait des choix intelligents aussi. Les hébergements, par exemple, Palawan Camping n'est pas très coûteux. On a des billets d'avion. On a eu des bons prix pour les billets d'avion. Fait que tout est relatif. Mais oui, c'est effectivement un bon montant approximatif. Philippines, comme le reste de l'Asie du Sud-Est, ce n'est pas cher voyage en Asie en termes d'hébergement. Puis en termes de nourriture, ça coûte rien manger. Même chose au Japon, les hébergements un peu plus chers, mais ça coûte pas cher manger. Par contre, Philippines est reconnu comme un des pays un petit peu plus cher que le reste de l'Asie du Sud-Est en termes d'hébergement. Donc à considérer. Versus Thaïlande versus Vietnam, par exemple. Coût d'hébergement moyen, je dirais 200 $ canadiens par nuit pour une famille, ce qui équivaut à, si on fait la même, peut-être 120 €, peut-être. Ouais, bon, pour 5, c'est pas... ça va. C'est pas donné, mais c'est pas très cher non plus. Exact. Bon, je fais appel à ta mémoire de voyageuse. On part des Philippines et du Japon. Est-ce que tu aurais une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes autres voyages et dont tu te serais bien passé? Tellement d'anecdotes, plusieurs anecdotes d'avoir pris le train dans la mauvaise direction au Sri Lanka, sens inverse, puis de pas le savoir avant d'arriver sur place puis de dire c'est pas ici qu'on venait, mais d'avoir découvert autre chose, d'avoir dormi dans le désert avec le caca de vache j'ai plein d'anecdotes, mais tout récemment une très bonne aussi, c'est d'avoir loué un vélo de ville, tu sais, les vélos en location, des vélos de location City Bike à New York. D'un point d'ancrage, pour arriver à ma destination, 35 minutes plus tard à un autre point d'ancrage, pour me rendre compte à destination que le point d'ancrage le plus près, c'était celui duquel que je venais de quitter. Donc, dans la région où j'étais rendue, 35 minutes de vélo plus tard, il n'y a plus de point d'ancrage ici. Oh mince! Et c'est arrivé quand, ça? C'est arrivé avant hier, avec une copine à New York. On est allé. Aïe, aïe, aïe! Donc, retour en arrière. En fait, on a envoyé les maris porter les vélos. Parce que là, on était dans un parc d'attractions avec les vélos de la ville. Il fallait les rendre. Le rodateur continue, là. Ça roule, là. Faut les rendre. Donc, on a envoyé les maris aller porter les vélos. Tout ça pour sauver un Uber, mais on n'a pas sauvé, finalement. Oui, effectivement. T'as un peu perdu du temps et de l'énergie avec ça, forcément. Puis, sur le thème des anecdotes, jamais il y a eu une anecdote qui nous a rendus inconfortables, qui nous a fait pas aimer la destination, qui nous a chamboulés. C'est toujours une aventure, c'est toujours une occasion d'apprendre et tout ça. Il nous est jamais arrivé rien de très négatif, même dans des moments où c'est plus relié à la santé, ce qui est plus inquiétant. En San Francisco, mon garçon a fait une commotion cérébrale dans la camper van, il est tombé sur la tête. On est allé à l'hôpital de San Francisco.
belle prise en charge, ça a super bien été. Sur le moment, on était inquiets, mais je vais être aussi inquiète à la maison qu'en voyage. Je serais pas plus inquiète en voyage. Puis souvent, la plupart du temps, les systèmes ailleurs sont vraiment... C'est sûr qu'au Canada, on n'a peut-être pas le meilleur système de santé, mais c'est vraiment efficace. On est vraiment bien servi. En Colombie, même chose, on est allé 2 fois à l'hôpital en Colombie en 1 mois avec mon garçon. Il y avait un champignon dans l'oreille. À ce moment-là, le médecin est venu à la maison pour ausculter puis examiner mon garçon pour un frais très, très, très raisonnable. Puis après, nous, c'est couvert par nos assurances voyage. Donc, même les anecdotes de santé plus difficiles ont jamais été un stresseur dans nos aventures de voyage. Donc, touche du bois ou de la peau de singe, on a été chanceux, mais je pense que faut pas s'inquiéter au niveau sécurité. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent s'inquiéter par rapport aux règles sanitaires et tout ça. À date, dans plusieurs pays, au Portugal aussi encore pour mon garçon. Mon garçon est fini à l'hôpital dans tous les pays qu'il visite. Il a sa réputation. Super bon service. San Diego aussi, il y avait eu une difficulté respiratoire intense à l'hôpital en plein milieu de la nuit. Il avait été pris en charge super rapidement. Donc, vraiment, des bons services partout où on était. Et toujours prendre une assurance voyage. Oui, absolument, définitivement. Pas mal de gens le font pas et c'est toujours quand ça arrive qu'on se dit ah bah j'aurais dû, alors que faut vraiment ne pas couper à cette dépense-là qui peut être vraiment très compliquée quand on l'a pas, quoi. Puis tu sais quoi, aujourd'hui, je sais pas si peut-être c'est différent d'un pays à l'autre, mais pour nous au Canada, les cartes de crédit qui sont un peu plus axées voyage, bon avec des points et tout ça, elles ont toutes des assurances voyage. Donc j'ai pas un effort supplémentaire à faire pour me trouver une assurance voyage, j'ai pas un montant supplémentaire à débourser pour mes assurances voyage. C'est là, je l'ai sur ma carte de crédit. Donc, il y a presque plus d'excuses pour ne pas avoir d'assurance voyage. Non, mais c'est clair. Ce qui est pas alors, peut-être qu'il y a ça en France, mais ça me parle pas comme ça. On est couvert sur certains trucs, mais on sait jamais exactement sur quoi. Et c'est de toute façon jamais la bonne couverture quand il t'arrive un truc. Donc, on est un peu obligé de prendre des assurances voyage à côté. Votre prochaine destination en famille? Cet été, en camping, c'est les Maritimes. On va explorer les Maritimes au Canada, des provinces atlantiques. Donc, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard. On va aller faire une belle virée dans les Maritimes. Vous restez pas trop loin de chez vous. Et on reste pas trop loin de chez nous, quoique pour se rendre au premier point, c'est 2 journées de 6 heures de route. Donc, un 12 heures. Oui. Ah oui, c'est pas rien. C'est grand, le Canada. Puis après... En fait, sur 2 semaines de voyage, de vacances, on va avoir 6 journées de 6 heures de transport. Parce que entre chaque point de Nouveau-Brunswick, par exemple, à la Nouvelle-Écosse, ensuite, c'est un 6 heures de route. Pour revenir à l'Île-du-Prince-Édouard, un autre 6 heures de route. Donc, c'est beaucoup de voyagement, mais on va aller explorer, puis on vous fera un petit épisode sur où aller aux Maritimes l'année prochaine. Mais carrément, et c'est rigolo parce que j'ai enregistré un autre épisode tout à l'heure et c'était le Québec. Je reste dans le Canada. Je connais pas, j'y suis encore jamais allée, mais j'ai très envie d'y aller, comme beaucoup de Français, je crois. Et ça fait partie de ma liste des priorités. Pas cette année parce que c'est déjà calé, mais l'année prochaine ou l'année d'après, cette fois-ci, faut qu'on vienne vous visiter. Vous allez être les bienvenus, ça va nous faire plaisir de vous recevoir. On est toujours très bien reçus au Canada, donc j'ai aucun doute là-dessus. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Ces temps-ci, je suis vraiment appelée et attirée vers des destinations vraiment plus reculées comme la Mongolie. J'ai une fascination vers la Mongolie. Je veux faire Namche Bazaar au Népal avec mes enfants dans 2-3 ans. Donc, des destinations comme ça, des familles qui ont fait des aventures un peu hors des sentiers battus avec leurs enfants. Justement, le camp de base de l'Everest, c'est pas tout le monde qui fait ça. J'ai envie d'être exposée à ce genre d'aventures un peu différentes. Le Bhoutan, par exemple. Ouais, des destinations plus hors sentiers battus, mais un peu moins connues. Ouais. Eh ben, écoute, la Mongolie, j'ai un épisode sur le Kyrgyzstan qui est très chouette. Alors c'est pas en famille, mais on peut le transposer en famille. Le Népal arrive bientôt, c'est prévu, et le Bhoutan, écoute, on va aller chercher ça. On va faire un appel à conversation parce que pour le coup, effectivement, c'est pas une destination que j'ai encore et dont personne m'a jamais parlé. En tout cas, à me demander de trouver une conversation sur cette destination. Donc l'appel est lancé. Mais j'adore que t'aies les 2 autres, par contre, de me dire moi j'ai 2 autres dans ma mire, c'est bien. Je vais aller écouter l'épisode sur la Mongolie. Et pour le coup, c'est pareil, c'est une destination au cœur d'un tour du monde, qui était plutôt la fin d'ailleurs du tour du monde, donc ils sont restés vraiment longtemps et il y a de quoi explorer. Dernière question, si mes auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Famille on the go sur les différentes plateformes sociales,
familleonthego.com aussi, on a une boutique en ligne il y a notre blog voyage, mais il y a aussi les accessoires qu'on développe pour les familles qui voyagent. On a aussi des articles en location pour cette clé de voyage et tout pour les voyageurs étrangers ou les voyageurs d'ici qui quittent avec notre matériel. On a développé cette plateforme-là en ligne qui nous permet de rendre la vie plus facile aux parents lors de leur voyage en famille. Donc, c'est un peu notre raison d'être et pourquoi on existe. Donc, Famille on the go sur les plateformes sociales, on est partout. Merci beaucoup, Gabrielle, pour ce chouette carnet de voyage aux Philippines et un peu au Japon. Exactement. Merci beaucoup, Stéphanie. À bientôt. À bientôt. Et voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager aux parents qui cherchent de nouvelles destinations testées et approuvées, et aussi à ceux qui pensent encore que voyager en famille, c'est un parcours du combattant. Alors en fait, parfois ça l'est, mais pas plus que sans les enfants, et surtout c'est tellement plus chouette avec eux. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur la plateforme que vous utilisez en ce moment. Ce serait vraiment dommage de louper les prochaines destinations. Comme d'habitude, toutes les infos de l'épisode sont sur le blog famillevoyage.com. Et si vous avez envie de papoter, de poser une question, de proposer une destination ou un invité, retrouvez-moi sur Instagram à Famille et Voyage, toujours avec un S. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.